vous dire un petit mot notamment sur le plan plage des Bourdaines. Alors déjà, je souhaitais vous préciser, j'ai lu également dans la littérature de l'opposition que ce projet faisait 6 millions d'euros. Alors je ne sais pas où ils sont allés chercher ce chiffre-là, mais le projet, en tout cas la réflexion du parking et même des arènes qui sont en cours, n'ont jamais fait 6 millions d'euros. Ça fait très exactement 1,2 million d'euros, c'est le coût global de l'opération, et on a eu 1 million d'euros de la part de l'Union européenne de subventions. Donc en gros, c'est un projet qui a coûté 200 000 euros à la commune, et non pas 6 millions d'euros, comme j'ai pu le lire. Je sais les réserves les réactions qui ont pu accompagner ce projet. Pourquoi nous avons mis en place ce plan plage des Bourdaines? On l'a constaté encore récemment, on a un océan qui avance et une dune qui recule. Ça a été particulièrement vrai au cours de la petite tempête, la grosse tempête, en tout cas on n'a pas eu le pire, mais on en a eu un petit peu, qui a eu lieu il y a quelques semaines. L'objectif, c'est effectivement de laisser ces espaces à la dune, en tout cas plus d'espace, parce que cette dune-là, si on ne laisse pas de l'espace justement, entre les agressions qui viennent de l'océan et nous derrière qui venons raboter celle-ci tous les ans parce qu'elle empiète sur le parking, la réalité c'est que cette dune-là, elle n'existera plus dans 10-20 ans si on la laisse se faire agresser de la sorte. Ça a été l'entrée du projet. C'est s'adapter au changement climatique et ça veut dire effectivement changer nos habitudes. C'est ce qui a guidé l'aménagement de ce parking. J'ai entendu un certain nombre de réserves. J'ai entendu des réserves par rapport notamment aux sanitaires. Donc on va y travailler. Est-ce qu'on peut les repositionner? Est-ce qu'on peut enlever les urinoirs? On va voir ce que l'on peut faire pour faire en sorte que ces sanitaires soient mieux insérés dans le projet. J'ai entendu les poubelles. Alors malheureusement, les poubelles, à l'image, j'entendais aussi les plans se dire mais comment on peut faire pour mettre des poubelles devant la plage? Bah, regardez le Penon. Qu'est-ce qui a été fait au Penon? Vous avez des poubelles en entrée de plage. Alors pourquoi on les met là? Je sais bien qu'une poubelle c'est pas agréable, c'est pas beau, ça sent mauvais. Je veux dire, ça on peut être à peu près d'accord sur ce concept-là. La difficulté c'est que si les poubelles, on les met à 300 mètres ou à 400 mètres, ben, personne ne les utilisera. Alors on va faire en sorte de mieux les insérer. On a commencé à planter, on a planté un chêne de liège devant, il y a de la végétation qui va encore être plantée, qui va arriver, qui est en cours de plantation, pour faire en sorte que ces poubelles s'insèrent mieux dans le paysage. Et puis on va finaliser, je l'ai dit, l'avenue des Arènes qui est en cours, qui a déjà bien avancé. Je pense que paysagèrement parlant, ça apporte quand même un petit plus au quartier et à la zone. L'objectif, encore une fois, ça participe de l'embellissement et de l'adaptation et du changement de notre station, qui malheureusement est nécessaire. Alors de deux choses l'une, soit on le subit, soit on anticipe. À le subir, finalement, on risque acculé de prendre les mauvaises décisions. Donc vaut mieux prendre le temps d'y réfléchir, le faire en amont. Et je l'espère en tout cas permettre à cette dune et à notre station de pouvoir s'adapter le plus rapidement possible à ce changement climatique. C'est la vocation et l'objectif aussi du projet du Penon, et c'est pour ça aussi, par exemple, qu'on a œuvré sur la relocalisation de ce nombre d'activités. Les Bourdaines, ça va se poursuivre, puisqu'on a également l'aménagement de Chambrelan et de l'aire de loisirs. Sur Chambrelan, j'ai eu ici de nombreux débats et échanges avec les riverains, avec le collectif, avec l'association Sinos Océan. On a mis en place un comité de pilotage. J'ai reçu d'ailleurs, et je vois que les représentants sont présents, vos réponses par rapport à ce comité de pilotage. Si nous sommes élus, bien évidemment, on les étudiera, l'idée c'est qu'on aille en ce sens. Nous portions effectivement un projet de remettre à double sens cette avenue, en tout cas de basculer l'ensemble de la circulation routière sur le bras est de Chambrelan. J'ai entendu, j'ai compris effectivement les réserves qui se sont exprimées. C'est pour ça qu'on a mis en place ce comité de pilotage, et c'est pour ça que ce projet, tel qu'il était élaboré et voulu à la base, sera largement amendé au regard des préconisations qui nous ont été faites. Donc on aura l'occasion, je l'espère en tout cas, de pouvoir y travailler dans les prochaines semaines et faire en sorte que cette avenue Chambrelan, en tout cas son aménagement, puisse faire, si ce n'est l'unanimité, j'y crois rarement dans les projets, on a rarement l'unanimité, mais en tout cas un consensus qui puisse être accepté par tout le monde. Et sur l'aire de loisirs, nous sommes également en train d'y travailler. Donc l'aire de loisirs, c'est tout ce qui vous trouvez les tennis, notamment l'aire de fitness et les jeux pour enfants. L'objectif pour le coup, ça va être de la paysager, donc on va largement la planter. J'ai bien entendu également, parce que j'ai pu échanger avec les riverains, avec l'association Sinos Océan aussi, sur la volonté de préserver les espaces de loisirs, donc l'aire de fitness notamment, les jeux pour enfants et le tennis notamment. C'est dans ce sens-là qu'on va œuvrer et qu'on va avancer. Donc on aura l'occasion, je l'espère en tout cas, au premier trimestre de l'année prochaine, de pouvoir échanger à ce sujet et préciser les plans pour faire en sorte que, en tout cas, cet aménagement soit également ce que souhaitent les habitants des Bourdaines. Donc je le redis,
préservation des tennis notamment, mais également de l'aire de fitness et de l'aire de jeu présent. Par contre, on va essayer d'améliorer les choses, peut-être de les développer, pour faire en sorte qu'il y ait peut-être un peu plus de jeu, une aire de fitness qui soit un peu moins rouillée et des tennis qui soient aussi un peu plus adaptés. L'objet étant, je vous l'ai dit, de revégétaliser cet espace-là qui aujourd'hui a été largement dévégétalisé, si je puis dire, au gré de la disparition progressive des tennis notamment. L'objet, c'est vraiment de pouvoir revitaliser cet espace de l'aire de loisirs. On a une réflexion également quant au clubhouse. Clubhouse pour lequel j'ai une affection particulière puisque j'y ai habité quand j'étais enfant. Aujourd'hui, malheureusement, sa réhabilitation coûterait très cher. On était il y a au moins un an à près de 400 000 €. Au regard du contexte, je pense que ce sera un peu plus cher demain. Donc la question se pose réellement de savoir si l'on maintient ce clubhouse ou non. Aujourd'hui, dans l'état actuel de nos réflexions, on est plus dans le cas de figure, en tout cas, d'envisager sa destruction au regard du coût et de sa proximité avec la ville. Également, réaménagement de l'avenue Jean Moulin. Donc j'ai souvent beaucoup de questions sur ce sujet. Avenue Jean Moulin, où vous trouvez désormais le nouveau centre de loisirs. Avenue Jean Moulin qui connaît également de gros problèmes d'inondation assez récurrents. On a eu un premier projet porté par la précédente municipalité qui avait coûté près de 900 000 €, qui pompait les zones nappes, sauf qu'on se rend compte que c'est un peu faire le Shadok malheureusement, parce que ces zones nappes, même en les pompant, autant on peut arriver à résoudre la problématique du golf à peu près, autant sur l'avenue Jean Moulin, on constate que ça ne sert à rien. Donc on va réaménager cette avenue pour pouvoir la désimperméabiliser, notamment, parce qu'aujourd'hui ce n'est que de l'enrobé. J'avais entendu notamment les riverains quant à l'aménagement, on voulait aménager nous et un fossé sur la partie sud, donc côté maison. On a mis à travailler pour faire en sorte que ces mous soient basculés de l'autre côté, et non pas côté maison. Donc l'objectif, ce sera réaménager la route, et réaménager des espaces verts et des mous paysagères qui nous permettront d'infiltrer et de pouvoir évacuer le trop-plein d'eau, notamment au niveau du parking des Estagnols, puisqu'aujourd'hui, vous allez constater que déjà au cours de l'hiver, souvent, que vous avez un tuyau qui va jusqu'en bas de la plage pour déverser cette eau dans l'océan. L'objectif, ce sera de pouvoir aménager ou à proximité du parking des Estagnols, un espace tampon, une eau paysagère qui permette d'absorber ces eaux, de les infiltrer dans la dune et non plus de les envoyer dans l'océan, tel que c'est le cas aujourd'hui. Donc ces travaux-là, ça va nécessiter beaucoup d'études, notamment d'études hydrauliques. C'est pour ça qu'on a pris un peu de temps. Normalement, là, on a lancé la maîtrise d'œuvre, donc on devrait, je pense, être en capacité d'avancer sur cette avenue Jean Moulin probablement après l'été 2028. La poursuite du plan cyclable, donc je vous l'ai dit, on a également œuvré au cours des années pour développer le réseau cyclable sur la commune, qui est déjà assez élevé, donc notamment en prolongeant la piste cyclable qui aujourd'hui se situe le long de l'avenue Cultus-Brox, qui passe devant le camping Naturéo. Également la liaison au fond du lac, qui est reliée au Segor à Seignos. L'objectif, ce sera de poursuivre ces travaux-là. Déjà, avant l'été, on souhaite réaliser la jonction entre le fond du lac, l'avenue du Bayonnais, et le rond-point du golfe Bourdaine, qui se situe juste à côté. Donc, pour pouvoir mailler ce réseau-là, ce tracé-là qui est aujourd'hui très utilisé, qui n'offre pas des conditions de sécurité, notamment pour les piétons et les vélos, suffisamment qualitatives. Donc, le poursuivre. Et également, on a des petits aménagements à faire pour améliorer, notamment sur la partie océane. Vous l'aurez compris, là, je vous parle essentiellement de la partie océane. Aux Estagnols, à la montée des Estagnols, où on a aujourd'hui une piste cyclable qui est beaucoup trop courte. Donc l'objectif, c'est de pouvoir l'agrandir également pour faire en sorte que des vélos et les piétons puissent monter plus facilement en haut de cette plage. Et sur l'avenue du Play, où on a effectivement, j'ai eu l'occasion d'en discuter souvent avec les riverains, une problématique de vitesse. Donc l'objectif, ce sera d'aménager, alors non pas une piste cyclable sur l'avenue du Play, mais en l'occurrence d'une part des aménagements routiers, type chicane par exemple, ça reste en cours de réflexion, pour pouvoir réduire la vitesse, et également de la signalétique adaptée au vélo, chose notamment pour faire en sorte que l'espace vélo, l'espace voiture puisse être bien identifié et faire en sorte que cette avenue soit la plus apaisée possible. Et enfin, les réflexions autour du cube. J'ai déjà aussi eu l'occasion d'en discuter ici au cours de nombreuses réunions. Alors on avance, malheureusement le contexte que vous connaissez ne nous aide pas beaucoup à avancer vite. Et pour autant, on a diligenté une étude pour pouvoir réaliser des travaux sur la salle des Bourdaines. J'ai bien conscience, on a déjà échangé avec des personnes ici présentes largement sur le sujet. L'objectif, c'est de pouvoir améliorer cette salle d'un point de vue fonctionnel, d'une part, c'est une première chose, également d'un point de vue acoustique. Alors pas forcément l'acoustique de la salle en tant que telle pour les concerts, mais plutôt
l'acoustique extérieure, le bruit que génère la salle pour les riverains, et également fonctionnel, acoustique et le dernier point, énergétique, pardon, pour faire en sorte qu'elle consomme moins. Parce que c'est une des plus grandes salles dont la commune dispose aujourd'hui dans son patrimoine, et on a également des enjeux de facture énergétique ou de réduction des dépenses énergétiques à avoir sur cette salle. Donc la DSP, et vous le savez, a été prolongée jusqu'à octobre prochain. Pardon. L'objectif, c'est de pouvoir avoir une vision claire d'ici là et entamer ces travaux pour réduire, notamment, améliorer la fonctionnalité de la salle et réduire les nuisances que celle-ci peut procurer aux riverains. Donc ça aussi, c'est un enjeu important, je l'ai bien à l'esprit. On a eu l'occasion d'échanger à ce sujet. Je sais que parfois le quotidien aux abords de la salle peut être difficile, notamment l'été. On y travaille avec l'ensemble des élus ici présents et on espère, et on a pour objectif, je l'espérer, de vous offrir des solutions assez rapidement sur le sujet. Également, à l'écoute des habitants, donc ça c'est des problèmes du quotidien qui nous sont remontés. Je sais qu'on a un certain nombre de questions, donc on réalise tous les ans, je fais 2 réunions de quartier au bourg et à l'océan, donc on essaie au fur et à mesure de régler les problématiques qui nous sont amenées. Il y a certains points quand même que je souhaitais évoquer avec vous ce soir, en tout cas les points redondants qui reviennent régulièrement dans le cadre de ces réunions. Les nuisances sonores, que ce soit les établissements de certains bars-restaurants ou des villages vacances qui parfois font beaucoup de bruit. Alors j'ai bien évidemment lu la littérature de Lionel Camblan, bien évidemment lui vous assurer qu'en même pas 2 jours tout serait réglé et qu'il fermerait administrativement tous les établissements et que comme ça on serait tous au calme. Alors, pour vous dire quand même qu'on n'a pas rien fait. D'une part parce que des fermetures administratives, ça fait jamais plaisir, mais on en a déjà prononcé sur la commune. Depuis 3 ans, j'ai prononcé des fermetures administratives sur le Boubou, notamment, qui n'existe plus, puisqu'on l'a racheté, et également sur le social à sa grande époque, quand celui-ci remplissait le parking des Bourdeilles au cours de soirées. Donc des fermetures administratives, il y en a déjà eu. Au-delà de ça, on a un effort constant avec la police municipale. Je suis en relation constante avec des riverains, avec l'ensemble des établissements, pour faire en sorte de réduire la nuisance. Ça ne veut pas dire que demain, il ne faut plus qu'on ait de restaurants ou de bars pour écouter de la musique, à l'océan ou au bourg d'ailleurs. Il faut par contre que l'on trouve un modus vivendi, une manière de vivre ensemble, qui permette à chacun, au riverain, de rester au calme chez lui, et celui qui est l'usager du bar, de pouvoir aussi passer un bon moment, de se restaurer. Donc c'est l'objectif que l'on porte. À chaque fois, la méthode est la même. C'est-à-dire que je reçois un signalement de la part d'un riverain. Première chose, on essaie de créer le dialogue entre le riverain en question et le propriétaire ou le gérant du bar. 2 choses l'une, soit on arrive effectivement à trouver une solution, auquel cas tout est parfait dans le meilleur des mondes. Si on n'y arrive pas, il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est de dire, bon écoutez, par exemple, vous avez une terrasse, on vous octroie une terrasse sur le domaine public, si demain vous ne respectez pas l'attitude des riverains, peut-être que ça peut être discuté. Et effectivement, la 3e étape, c'est, et la dernière, la fermeture administrative. Donc, vous dire que cette problématique-là, je l'ai bien à l'esprit, je ne la sous-estime pas. L'été, je pense que c'est 70% de mon temps. Donc, pour vous dire que j'y passe quand même beaucoup de temps sur ces nuisances sonores pour faire en sorte que ça se passe mieux. Avec la police municipale, avec les élus aussi, on est d'astreinte, on a un téléphone, on nous appelle le soir quand il y a un problème, on y va avec la police municipale. On est sur ces dossiers-là et on fait en sorte en tout cas que ça passe le mieux possible. Le surfing, pour lequel j'ai aussi été interpellé lors de la dernière réunion, le surfing, les gérants, je les ai rencontrés pas plus tard que cet après-midi. L'objectif, c'est qu'on trouve des solutions. L'objectif aussi, c'est d'ailleurs, si certains riverains sont là, qu'on puisse peut-être se rencontrer prochainement avec les gérants pour trouver une méthode. Si cette méthode est bonne et qu'elle fonctionne, ce sera très bien. Et puis si elle ne fonctionne pas, peut-être qu'il faudra passer à l'étape supérieure. Il y a également les villages vacances, plus particulièrement le Bel-Ambra des Estagnots. Bon, je ne vais pas tomber, c'est bon. Plus particulièrement le Bel-Ambra des Estagnots. Je sais, j'ai été sollicité à de nombreuses reprises, notamment pour tout ce qui concerne les gros week-ends que l'on a en début de saison, donc sur avril, mai, juin, où on a bien souvent soit des championnats de surf réunissant des athlètes de différents pays, alors plus souvent c'est les Tchèques ou les Allemands. On a également certaines écoles de commerce qui viennent pour faire la fête, alors je ne sais pas si c'est l'intégration ou la désintégration, mais enfin en tout cas ils y mettent du cœur. Et effectivement, ils génèrent des nuisances qui sont inacceptables pour les avoir constatées moi-même pour les riverains. Vous dire également que là-dessus, on a une action. D'une part, on travaille actuellement à la rédaction d'une charte avec l'ensemble des établissements qui peuvent accueillir du public et ce type de public pour l'été prochain, pour au moins un minimum avoir un contrat que chacun signera et à respecter. Et on a aussi durci un petit peu le ton, je dois vous l'avouer, puisqu'aujourd'hui, en tout cas,
Si je prends l'exemple de l'été dernier, on a eu 3 week-ends, on va dire, problématiques. Il y a eu celui avec l'école de commerce, celui avec le championnat de surf d'Allemagne. Et oui, parce que les Allemands, la mer du Nord est un peu froide, donc j'imagine qu'ils viennent ici pour pouvoir pour assurer leur compétition, et le championnat de République tchèque. Ce qui s'est passé, à chaque fois, la méthode est la même. Un avertissement, on trouve une solution, cette solution est pérenne, on poursuit. Cette solution n'est pas pérenne, un deuxième avertissement, et si ça revient, c'est fini. En l'occurrence, ceux qui sont arrivés au bout de notre patience, c'est l'école de commerce de Bordeaux. Donc eux, déjà, ne reviendront plus, puisqu'on leur a signifié que c'était fini. Alors comment on peut le faire? En l'occurrence, on ne peut pas intimer à Bellambra de prendre de refuser tel ou tel client, parce que là, ça relève de sa politique commerciale. Par contre, ce qu'on peut refuser, c'est l'organisation, par exemple, de la compétition de surf qui va avec sur la plage. En l'occurrence, c'est ce qu'on a fait pour cette école de commerce, donc celle-ci ne reviendra pas l'année prochaine sur ces lieux. C'est la même méthode qu'on utilisera pour le championnat de surf d'Allemagne et pour les Tchèques. En l'occurrence, un avertissement leur a été donné également. Si celui-ci n'est pas respecté, de la même manière, on devra saisir en la matière. Comprenez bien que mon objectif, c'est pas d'empêcher les championnats de surf. Si les Allemands veulent venir surfer à Seignan, c'est très bien. Mais ça doit se faire dans le respect de chacun. C'est simplement ça qu'on demande. Et si ce respect n'est pas assuré, et bien effectivement, on prend des décisions un peu plus dures en la matière. Action en matière de vidéoprotection, pardon. Là aussi, j'ai entendu qu'on avait mis à mal notre système de vidéoprotection. Alors, le système de vidéoprotection, quand on est arrivé, on l'a trouvé malheureusement dans un état lamentable. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de contrat de maintenance. Donc, quand on ne maintient pas un équipement, surtout au niveau océan, parce que vous connaissez notre climat, vous connaissez les embruns notamment, et sur une caméra, je peux vous assurer que ça fait du dégât. Donc, en général, l'espérance de vie d'une caméra sur le penant, sur l'océan, c'est 2 ans, parce qu'après, elle est rouillée. Et la connectique ne se fait plus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'une part mis en place un contrat de maintenance, on a investi près de 30 000 € par an pour remettre à jour l'infrastructure. Alors, remettre à jour l'infrastructure, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, en tout cas, le système tel qu'il a été développé à l'époque, c'était un système d'ondes radio. C'est-à-dire qu'en fait, les caméras étaient connectées via une antenne radio entre elles et au poste central qui se situe, 2 postes centraux. Il y en a un à la police municipale du Penant et un autre à la police municipale au Bourg. Malheureusement, ces ondes radio, elles sont largement sollicitées, pas que par les caméras, et donc malheureusement, ces connexions ne se font pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Progressivement, on a investi, d'une part pour renouveler tout le parc parce qu'il était dans un état lamentable, et d'autre part pour s'assurer que ces vidéos et ces caméras aient une connexion filaire. Donc c'est ce qu'on a fait aux Estagnos, c'est ce qu'on a fait dans le cadre des travaux des Bourdaines également, puisqu'on a, grâce à la fibre aussi qui est installée depuis peu sur la commune, on peut permettre des connexions souterraines qui sont beaucoup plus sûres. Donc cet investissement-là, on l'a réalisé, on continue de le réaliser. Il nous reste encore le Penant à finaliser, une partie, et je pense qu'on l'améliorera également dans le cadre du projet Penant. Sur le cours, ça fonctionne à peu près bien. On a toujours malheureusement un petit peu de casse de temps en temps, mais on est quand même sur un dispositif qui fonctionne normalement. Donc cet effort-là, on l'a mené, on l'a porté. La vidéoprotection, quand j'étais conseiller municipal, ou dans l'opposition en l'occurrence, c'était pas forcément un projet que je soutenais, soyons francs et transparents en la matière. Cependant, j'ose espérer que je suis un élu responsable. Quand je suis arrivé, je ne me suis pas dit on va le détruire. Il existe. Donc on investit pour faire en sorte qu'il fonctionne. Parce que c'est ma responsabilité, la commune a investi dans ce dispositif. Il s'avère par ailleurs qu'il s'avère pertinent, notamment en cadre d'enquête, pour retrouver des images, retrouver des personnes qui ont pu commettre un délit. Donc on le maintiendra et on fera en sorte qu'il fonctionne pour la sécurité des CNS. Les actions en matière de sécurité. J'ai vu également dans un tract rouge et noir que les faits de cambriolage, par exemple, ont augmenté de 350% sur la commune de Sénos. Alors, il est vrai, la statistique, vous pouvez la retrouver sur le site du ministère de l'Intérieur, nous sommes passés de 1 à 3 cambriolages pour 1000 logements. L'année dernière, ça représente 20 cambriolages sur la commune. Alors, que les choses soient claires, c'est toujours trop. S'il y en avait 0, on se porterait d'autant mieux. Je tiens quand même à préciser que c'est moins que la commune de Segor, c'est moins que la commune de Cabreton, et c'est moins que la moyenne départementale qui est de 4,8 cambriolages pour 1000 logements. Mais nous sommes à 3. Donc on peut effectivement hystériser les débats en disant Seignan c'est devenu un coupe-gorge. Et nous sommes vraiment la reine, Seignan c'est la reine de l'insécurité. Vraiment, on est devenu la commune la plus insécure de France, très sincèrement.
Si la sécurité est une de mes compétences majeures, et que c'est également une des priorités majeures de notre équipe municipale, parce que bien évidemment ce que l'on souhaite, c'est que les CMC soient en sécurité. C'est pour ça qu'on investit en la matière, dans la vidéoprotection, et également dans la police municipale. Je pense que tendre les débats, les hystériser de la sorte, ne mène à rien. Parce que c'est pas ça qui va empêcher les cambriolages, en l'occurrence, et c'est pas ça qui va permettre aussi de les réduire. Donc prenons les choses en responsabilité, échangeons, faisons en sorte que la sécurité s'améliore, que les moyens mis à disposition de la sécurité s'améliorent, mais arrêtons de dire tout et n'importe quoi et de brandir des plus 350% d'augmentation. C'est sûr, quand on passe de 1 à 2, ben on augmente de 100%. Ah oui. Et je pense qu'il faut qu'on arrête vraiment avec ce type de chiffres qui ne mènent à rien. Qu'est-ce qu'on fait par ailleurs en matière de sécurité, notamment sur la partie océane? Alors sur l'ensemble de la commune, on a embauché 2 policiers municipaux supplémentaires. Donc c'est des effectifs supplémentaires qui œuvrent chaque jour pour la sécurité des habitants de Seignos. Et on a aussi mis en place un service de sécurité qu'on a renforcé d'ailleurs sur le Penon tout l'été. Alors nous, ça commence en juin, ça finit en septembre, tous les soirs sauf le lundi, pour gérer les apéros coffres qu'on appelle donc sur le parking du Penon, il y en a beaucoup, pour gérer parfois les nuisances des établissements sur le forum, pour gérer également la sortie d'escargot, puisque ce service est là de 23h à 7h du matin. Voilà, on essaye effectivement et on fait en sorte de pouvoir faire en sorte que les signaux soient en sécurité. Mais encore une fois, n'hystérisons pas les débats, ça ne sert à rien et ça ne fait avancer personne. Sur les problèmes d'odeur au play, je ne sais pas si certaines personnes sont concernées par ces odeurs. On a eu effectivement un problème de réseau. Alors il s'avère que le terrain qui a été vendu par la commune sous le précédent mandat, où se situe désormais l'opération Dune Blanche, était auparavant une station d'épuration. Ce terrain avait été assaini à l'époque pour des travaux qui coûtent près de 800 000 €. Il s'avère qu'on a toujours quand même des problèmes d'odeur qui sortent notamment du poste de refoulement du play et qui viennent encombrer un certain nombre de riverains. Donc on a pris aussi ce problème à bras-le-corps. On est, je crois, les premiers à s'y intéresser. Alors ça peut paraître un petit problème, mais je peux vous assurer. Voilà. Non, c'est moi qui l'ai éteint là. Je peux vous assurer que les odeurs sont quand même effectivement assez insupportables. J'ai pu le constater moi-même. Donc on œuvre déjà sur ce PR, donc avec Thomas Charlin notamment, on est eu en charge de l'eau et de l'assainissement pour que ces odeurs ne persistent plus. Donc c'est en cours. Et également, on a une réflexion qui est menée sur les boues de notre station d'épuration, qui, avec le vent d'Est qui vient malheureusement sur la station, ramène aussi parfois un certain nombre d'odeurs assez désagréables sur les habitations. Donc on est aussi en train d'y réfléchir. La problématique n'est pas simple parce qu'aujourd'hui, des aires de stockage, il n'y en a pas beaucoup. Elles sont en général plutôt proches de Mont-de-Marsan, donc le bilan carbone d'envoyer des boues à Mont-de-Marsan pour l'entraînement n'est pas forcément le meilleur. On est en train de voir cependant avec le sitcom si on peut avancer et trouver une solution en la matière. Et la gestion des déchets des nuisibles. Alors j'ai souvent effectivement cette question, particulièrement sur le Penon, sur la gestion des déchets. On est en train d'en discuter, d'améliorer ça avec le sitcom, avec des nouveaux containers et des localisations qui sont en cours de travail pour faire en sorte que la gestion des déchets soit améliorée. Également le problème des nuisibles, des rats, des pigeons. J'ai souvent cette remontée-là. Alors je ne sais pas si vous êtes concerné au premier chef. Là aussi, on intervient au quotidien. On a mené par exemple une campagne pour les pigeons, alors au niveau du parc aquatique, pour justement capturer un certain nombre et les stériliser. Pareil sur les rats, si vous avez des problématiques, il faut les faire remonter à la commune et nous on intervient dans le cadre légal qui est celui-ci, parce que dératiser c'est pas évident et on ne met pas du poison un peu n'importe où, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, on intervient pour essayer de réduire cette problématique qui, je le sais en tout cas, mais régulièrement remontée dans le cadre des réunions de quartier. Donc on œuvre là-dessus. C'est aussi un travail de tout un chacun. C'est-à-dire que les pigeons, par exemple, c'est aussi le travail des copropriétés, parce qu'il y a des pigeons qui nichent dans les copropriétés, il ne faut pas les nourrir. Et pour les rats, c'est pareil. Si on a un poulailler, il faut bien ranger la nourriture. Si on a des déchets, il faut bien les jeter dans la poubelle et les isoler, parce que sinon les rats rentrent dans les poubelles et c'est ça qui permet leur développement. Donc voilà, c'est un travail collectif qu'il faut qu'on mène ensemble. Et évidemment, ça peut passer pour des petites mesures comme ça. Pour autant, c'est ces mesures du quotidien qui permettent d'améliorer la vie de tout un chacun. Et c'est pour ça aussi qu'une mairie est faite par ailleurs, c'est pour pouvoir améliorer tout ça. Le dernier point que je souhaitais évoquer avec vous, avant peut-être qu'on passe aux questions s'il y en a et qu'on partage un moment ensemble, c'est le projet RT. Là aussi, j'ai tout entendu que le recours serait opportuniste. Bon, alors je ne sais pas si
démissionner pour créer de nouvelles élections ou faire un recours contre RTE, quel est le plus opportuniste? En l'occurrence, si on l'a fait, c'est parce que, effectivement, l'équipe municipale voulu se donner une chance de faire en sorte que ce projet n'ait pas lieu à Sénos. Comment ça s'est passé et quel est un peu l'historique en la matière? En juillet 2020, soit 2 mois après notre arrivée au conseil municipal, RTE est venu vers nous pour nous dire on ne peut pas passer sous le gouffre de Cabreton. Très bien. Première mauvaise nouvelle, on ne s'y attendait pas forcément. Ce qu'on a fait entre juillet 2020 et avril 2022, c'est travailler justement pour faire en sorte que le tracé tel qu'il devait être réalisé sur notre commune et sur l'ensemble des communes voisines puisse être un tracé qu'on appelle de moindre impact. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, ça veut dire qu'il en a le moins possible. Donc on a travaillé en ce sens, RTE nous a fait plusieurs propositions, ils nous ont dit non, on peut passer par les Bourdaines, on leur a dit non. On peut passer par le Penon, on leur a dit non. On peut passer par les casernes, on leur a dit effectivement probablement que c'est le moins pire. Ça ne veut pas dire encore une fois que c'est parfait, mais c'est le moins pire. Ensuite, ils nous ont dit bon ben sinon on peut couper à travers forêt pour arriver derrière la gendarmerie au bout. On leur a dit non. On ne veut pas que ce tracé vienne impacter la forêt communale. Donc on leur a dit, si vous voulez passer, c'est le long de la départementale et ce jusqu'à Haussegor. Ça, c'est les termes des échanges que l'on a eus jusqu'en avril 2022. Je m'étais également porté solidaire de mes collègues de Cabreton et d'Haussegor, puisque le premier tracé proposé par RTE proposait de traverser au milieu d'Haussegor et de Cabreton. Chose qui n'était pas acceptable pour mes collègues, chose que je peux entendre, et chose pour laquelle j'ai donc été solidaire avec eux. Donc malheureusement pour les communes d'Andrès et Bénès, il y a eu un changement, c'est-à-dire que le tracé a évité les zones urbaines sur Cabreton et Haussegor et donc est passé par Andrès, Bénès, l'autoroute et revient par la zone d'arrivée que vous avez le sitcom vers Cabreton. À avril 2022, on en était là. On a pris une délibération en conseil municipal pour dire nous ne sommes pas favorables au projet, on n'a pas voulu, pas désiré, ce n'est pas un projet porté par la commune. Cependant, au regard du travail réalisé, on prend acte que le tracé est un tracé moins impact. Qu'est-ce qui a changé depuis? Depuis, déjà en juin 2022, on a eu un avis du CNPN, du Conseil national de protection de la nature, donc avant la délibération, la motion en tout cas que l'on a prise, après la motion que l'on a prise, qui indique que RTE n'a pas étudié tous les tracés alternatifs, en l'occurrence le tracé autoroutier, donc qui irait de la région bordelaise jusqu'à l'Espagne, et ensuite l'Espagne jusqu'à, si j'ai bien compris, Bilbao, Caxica à côté de Bilbao. Effectivement, on a eu une réflexion à ce sujet. Ça bascule les cartes parce que jusque-là, pour nous, en tout cas tel que ça nous était présenté, il n'y avait pas d'alternative possible. Là, on a le Conseil national de protection de la nature, donc qui est un organisme agréé par l'État, qui donne un avis dans le cadre d'un certain nombre d'autorisations environnementales, qui expressément, et qui est composé d'experts, qui expressément dit il y a une alternative possible. Donc c'est de ce point-là dont on s'est saisi. Alors pourquoi pas avant? Vous me diriez, oui, mais ça c'était en juin 2022, on aurait pu porter un recours en 2022 ou avant en 2023. Eh bien non, ça c'était pas possible non plus. Parce que pour porter un recours, il faut une décision administrative. Et la décision administrative, en l'occurrence, elle est tombée le 29 septembre dernier. La première, donc c'est la DUP, la déclaration d'utilité publique, qui a été signée par le ministère de la Transition énergétique, et une deuxième le 18 octobre, qui a été signée par un arrêté préfectoral, donc par la préfète des Landes. Le 29 septembre, c'est aussi la date à laquelle l'opposition a démissionné pour provoquer ces nouvelles élections qui nous réunissent aujourd'hui. Donc qu'on le veuille ou non, de toute façon, le recours que j'aurais porté aurait été porté en période électorale. Donc, qu'on le veuille ou non, on peut m'accuser d'opportunisme électoral. En l'occurrence, je n'avais pas d'autre choix que de faire ce recours pendant une période électorale, ce qui normalement n'aurait pas pu être le cas, mais qui l'est devenu au regard du comportement de l'opposition. Donc c'est chose qu'on a faite le 27 octobre dernier. On a travaillé, on a délibéré le 13 novembre dernier avec le conseil municipal pour pouvoir porter ce recours. Celui-ci va être déposé demain, normalement, par notre avocat. Je tiens également à préciser que dans le cadre des compétences qui sont les nôtres, on a également refusé d'autoriser les travaux sur le domaine privé de la commune, puisqu'en l'occurrence le terrain où se situe l'ancienne pisciculture, qui est le terrain aux casernes où vont se dérouler les travaux, appartient à la commune, alors non pas au domaine public, le domaine privé, domaine public, tout le monde y a accès, le domaine privé, ça appartient à la commune, mais ça reste un terrain privé où les gens n'ont pas forcément accès. Même si dans les faits, c'était un terrain ouvert, tout le monde pouvait y accéder. Donc on n'a pas signé l'autorisation. L'État, via une loi de 1892, je ne m'explique pas, mais c'était comme ça, a le droit de se substituer à la commune. Donc c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fait. Il a signé les autorisations à notre place pour que les travaux débutent. Alors en l'occurrence,
Les travaux n'ont pas encore débuté, on a quand même des engins de chantier qui sont là pour préparer la base vie, la base du travail, la base chantier, qui va être organisée pour pouvoir commencer les travaux. On est également non plus en réflexion, parce qu'on a réfléchi assez longtemps, mais comme je vous l'ai dit, ce recours va être déposé demain. On va également travailler pour déposer dans les prochains jours un référé qui, je l'espère, nous permettra de stopper le projet dans l'attente de l'examen du recours. Parce que ce recours, en l'occurrence, il n'est pas suspensif, c'est-à-dire qu'il n'empêche pas les travaux. Le recours n'arrête pas de fait les travaux, et que pour que ces travaux s'arrêtent, il faut un référé. La réussite de ce référé, ça c'est le juge qui en jugera, c'est pas nous. Potentiellement il dira oui, potentiellement il dira non, auquel cas s'il dit non, les travaux se poursuivront, et le recours sera instruit par le Conseil d'État et par le tribunal administratif en ce qui concerne l'arrêté préfectoral. Mais on va mener à bien cette initiative dans les prochains jours, les prochaines semaines. J'ai eu par ailleurs la présidente du collectif THT au téléphone ce matin. On va travailler de concert, en tout cas, pour avoir une argumentation qui soit commune et qui permette, je l'espère en tout cas, d'avancer sur ce dossier. L'objectif étant de ce recours d'annuler le projet et de faire en sorte que RTO puisse étudier une alternative. Est-ce qu'on y arrivera ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, la commune de Sénios aura mené toutes les démarches nécessaires, en tout cas toutes les démarches qui sont à sa disposition pour faire en sorte que ce projet n'ait pas lieu. Donc affaire à suivre. On aura, je pense, je l'espère en tout cas, ça veut dire que je serai toujours là avec mon équipe, l'occasion d'en discuter dans les prochains mois et les prochaines années. C'était les éléments que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été trop long. Vous dire... Oui, j'allais y penser. Vous dire effectivement que ces élections auront lieu le 26 novembre, que vous avez nos contacts qui s'affichent derrière moi si vous avez des questions qui perdurent. Ou des observations à nous faire remonter. Vous dire également, et c'est spécifique à l'Océan, que cette année, le bureau de vote ne sera pas à la salle des Bourdaines, mais sera au centre de loisirs. Donc le nouveau centre de loisirs qui a été construit à l'avenue Jean Moulin, à la FAEP. Donc on mettra bien évidemment un panneau à l'entrée des Bourdaines pour ceux qui auraient oublié. C'est un changement. Donc effectivement, on fera en sorte que tout le monde sache où est le bureau de vote. Mais je tenais quand même à vous le préciser pour que vous n'ayez pas d'impair ou d'imprévu si jamais vous avez peu de temps dimanche, pour que vous puissiez aller directement au bureau de vote. Donc je vous remercie pour votre attention. Et bien, si vous le souhaitez, par ailleurs, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.